propose qu'on commence dès maintenant par une première séquence intitulée, et c'est nécessaire, hein, « Consommation d'espace, quel chemin a-t-on parcouru ces 20 dernières années ?» Où en est-on sur un de ces deux enjeux clés, la consommation d'espace? On l'a vu, les débats de la loi climat-résilience ont pu laisser croire que rien n'avait été fait sur ce sujet de la consommation d'espace et qu'il était donc nécessaire d'en passer par la loi pour qu'enfin il se passe quelque chose. Alors on le sait tous ici, on ne va pas refaire le match du débat parlementaire, mais on sait tous ici que c'est bien entendu pas le cas. Alors tentons déjà de comprendre ce qui s'est passé ces dernières années. Plantons le décor en présence de Samuel Depraz, Martin Bocquet, Franck Breteau et Alain Chrétien. Je vous invite à me rejoindre. Avec une deuxième consigne après l'hydratation, on souhaite avoir le plus d'interactions possible entre les participants avec la salle. Et donc on a élaboré un moyen technologique extrêmement développé, extrêmement poussé. Donc je vous remercie d'être attentifs. On a simplement créé une adresse mail dans laquelle vous pouvez envoyer vos questions. C'est tout simple. Ça s'appelle rns2022@dixit.net. N'hésitez pas. Envoyez vos questions au fil de l'eau. L'intérêt, c'est que comme ça, vous pouvez réagir aux interventions des uns et des autres. Et puis moi, ça tombe sur mon téléscripteur. Et puis, j'essaierai de poser l'ensemble, d'être le relais, finalement, de vos questionnements, vos prises de parole. On va essayer, évidemment, d'avoir des prises de parole aussi directes. Et comme ça, tout le monde peut prendre la parole au fur et à mesure. Alors, Samuel, on va commencer par vous. Vous êtes donc directeur du laboratoire ESPI2R du groupe ESPI. Aidez-nous déjà à resituer les changements induits par climat-résilience dans une histoire qui est finalement plus longue que ça, et finalement assez mouvementée, des débats sur l'artificialisation des sols. Alors, je vous donne le Graal. Bien, merci beaucoup. On va jouer à un jeu de concision qui n'est pas évident, puisqu'on m'a attribué 10 minutes pour parler des principes et des enjeux du ZAN. Et on m'a indiqué qu'il valait mieux ne pas mettre trop de diapos parce que ça pouvait vite paraître difficile. Donc c'est une torture pour un universitaire, si bien que j'ai quand même mis 5 diapos, pas plus, promis. Et j'ai réduit le titre. Quelques enjeux, quelques principes, qui sont finalement les points saillants qui peuvent nous animer collectivement aujourd'hui. Et bien sûr, des enjeux territorialisés, il me semble que c'est une dimension fondamentale. Et humblement, la posture n'est pas de dire ce qu'il faut faire, parce que nous sommes précisément là pour le définir, et il est évident que c'est sur le terrain que les choses se jouent. Donc c'est vraiment le souhait de remettre tout cela dans une perspective plus générale, en posant des considérations de fond, comme on vient de l'évoquer, sur le processus en cours. Alors, je vais voir comment fonctionne cet engin. Parfait. Alors, j'ai un spoiler tout de suite, la conclusion elle est relativement simple, c'est que la mise en œuvre, c'est une conviction, n'est pas possible par une politique du chiffre, une politique nationale. C'est un géographe responsable d'un laboratoire en immobilier et en aménagement du territoire qui parle par conviction. La diversité compte, la géographie c'est l'expression de la diversité des territoires et l'application d'une telle mesure ne peut être que territorialisée et qualitative. Ça c'est le but évident de notre propos. La question n'est plus là, la question est de savoir comment on y va, par quels moyens. Alors je voudrais revenir sur la logique ZAN, justement pour prendre ce recul dont on parlait en introduction, et essayer de casser quelques idées reçues. Parce que pour moi, le ZAN, avant d'être opérationnalisable, doit surmonter des écueils qui sont toujours présents dans le débat public. On a déjà des lois, on a déjà des décrets, et pourtant on n'a pas encore réglé, je dirais, les casseroles qui traînent derrière la notion même d'artificialisation. Et ça, je pense que c'est à rappeler parce que c'est un terme qui est d'abord très ambigu. On le sait bien, l'artificiel, c'est ce qui n'est pas naturel. C'est un peu gênant quand on travaille à du développement territorial ou à des enjeux sociaux. Il y a des sous-entendus lourds. À l'extrême, on est presque sur une délégitimation des attentes sociales face à des questions et des impératifs écologiques forts. C'est une forme de nature sans l'homme. Comment relégitimer un discours dans lequel on admet qu'il y a place pour un peu d'artificialisation, ou du moins une artificialisation choisie, une artificialisation adaptée? C'est quelque chose de pas évident avec ce terme. Au-delà de cela, il y a une autre idée importante selon moi, c'est que l'artificialisation, elle apparaît objectivement dans le débat public en 2019 avec le rapport France Stratégie.
il est clair qu'elle s'inscrit dans une trajectoire longue. Et ce n'est pas ce que je vous apprends, la preuve, la frise chronologique qui est à l'écran, une frise qu'on retrouve d'ailleurs dans le rapport qui a été produit à l'occasion de ces Journées nationales des Scots sous une autre forme. On le sait bien, le terme est nouveau, mais il s'inscrit dans un héritage qui a au moins 20 ou 30 ans, et dans lequel les Scots ont déjà été actifs. Or, cette genèse, je pense qu'il faut la casser, il faut un peu la comprendre, parce que ce que vous voyez sous les écrans et dans le rapport, c'est quelque chose de très linéaire. Comme si depuis 20 ans ou 30 ans, on s'acheminait vers le but ultime, qui est quantitatif, réduire par 2 l'artificialisation dans les territoires. Or, cette représentation, elle est en partie erronée, en tous les cas, c'est de la reconstruction historique d'une politique publique qui ne fonctionne pas comme ça. Dans les théories d'analyse de l'institutionnalisme fondé sur les acteurs, en sciences politiques, on insiste beaucoup sur le fait qu'une politique, elle est coproduite par des injonctions d'État et par des acteurs sur le territoire. Et cette injonction d'État, elle est complexe. En particulier, d'abord les noms, les buts ont évolué, j'en passe, protection des surfaces agricoles, protection des espaces sensibles, montagne, littoral, sobriété foncière, connexité écologique, étalement urbain. Le champ lexical, il est très vaste. Et chaque terme a produit son champ de loi spécifique. Si bien que je vous propose de casser la logique et finalement de faire 3 lignes au lieu d'une. Parce qu'en fait, la doctrine ZAN, elle a navigué entre des injonctions différentes. On peut résumer cela très sommairement, je n'ai pas le temps d'aller dans le détail, mais on est d'abord parti d'une approche surfacique, et ce n'est pas étonnant qu'on ait cette politique du chiffre aujourd'hui, si l'on replace l'artificialisation d'abord dans le champ du ministère de l'Agriculture et dans la protection des surfaces agricoles face à la consommation de foncier dans les espaces périurbains. Pour autant, cette première logique surfacique, elle a été clairement infléchie dans les années 2007-2010, à l'époque du Grenelle, où on s'est interrogé sur la question de la connexité écologique. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de faire du mètre carré, il suffit de savoir s'il est fonctionnel au plan écologique. Et cette logique, finalement, est une logique dynamique, une logique de flux, plutôt qu'une logique de lieu. Lorsqu'on travaille sur les flux, par contre, c'est beaucoup plus difficile, je sais que Patrice Valentin en parlera tout à l'heure, la comptabilité des échanges de population au plan de l'écologie scientifique, c'est costaud. Et rentrer ça dans un texte de loi, c'est pas évident. Le Grenelle, en la matière, l'a bien prouvé. Si bien qu'il y a une troisième dimension qui a émergé, c'est celle qui est aujourd'hui présente, je crois, dans la loi climat et résilience, c'est la profondeur. Maintenant, ça y est, on travaille sur les sols, sur, je dirais, la vie des sols, leur fonctionnalité écologique, et on essaye d'intégrer notamment les paramètres d'imperméabilisation. Alors, si on tient compte de cela, ça veut dire qu'on a les arguments pour aller plus loin que le discours quantitatif, et peut-être pour aller au-devant de la contrainte. C'est-à-dire que lorsque l'on dit qu'il faut quelque chose de qualitatif et non pas de quantitatif, ça signifie que lutter contre l'artificialisation, c'est aller vers 3 enjeux cumulés. L'enjeu de réversibilité des usages. En gros, penser un urbanisme provisoire. Est-ce que c'est possible d'imaginer quelque chose dans le territoire qu'on puisse effacer 20 ans, 30 ans après les usages? Après tout, le passage sur Terre est relativement court. Est-ce qu'on peut s'inscrire dans une temporalité plus courte? C'est penser à la désimperméabilisation. Comment peut-on assurer cette fonctionnalité verticale des sols, l'absorption des flux et fondamentalement la respiration des lieux? Et bien sûr, toujours la connexité, elle n'est pas partie de la logique. Lorsqu'on travaille du mètre carré, ce n'est pas n'importe où, c'est en relation avec d'autres réservoirs de biodiversité. La loi parle d'habitat, ce sera un mot-clé, je pense, dans la mise en œuvre, puisque un espace sera artificialisé ou non dans l'enveloppe urbaine, selon qu'il héberge ou pas une certaine forme de biodiversité et d'habitat. Donc si on peut prouver cela dans des espaces arbustifs ou ligneux, on a gagné du mètre carré naturel. Alors c'est la première idée en la matière, avec cette idée donc que le ZAN, on l'a dit, n'est pas seulement du chiffre, mais est une injonction pour penser qualitativement le territoire. Deuxième idée reçue sur laquelle il faut évidemment travailler, c'est que certes il y a une injonction normative en matière d'écologie et d'utilisation de foncier, mais à côté de cela, les besoins en logement sont toujours là. Ils sont toujours là, alors là je fais référence à une modélisation qu'on a pu mener il y a 1 ou 2 ans déjà en lien avec l'UNAM et mon collègue Nicolas Touvenin qui est présent dans la salle et qui a été aimablement repris par la Fédération des Scots dans un peu l'analyse des besoins en logement des territoires à l'horizon 2030. Alors je ne rentre pas dans la méthode, j'en ai pas le temps. Les projections INSEE vont jusqu'en 2070, bon, c'est un peu hasardeux.
On est resté à 2030 parce que c'est demain et parce qu'on correspond évidemment à un objectif réglementaire fort. Et parce que si on raisonne à l'horizon 2030, les ménages qui auront besoin de logement, ils sont déjà nés, ils sont là, on les connaît. Donc on est sur du tangible. De la même manière, sur 10 ans, il est quand même très peu probable que les politiques publiques connaissent un tel infléchissement qu'on ait des renversements de tendance forts sur les questions de vacances, de résidences secondaires, etc. Donc si on prend cette modélisation, qu'est-ce que l'on a? Nos hypothèses, c'est des poursuites de tendance, essentiellement. Et en la matière, les besoins sont toujours là. Ce qui me paraît le plus flagrant dans le discours politique actuel, c'est qu'il y a une forte sous-estimation de la demande potentielle. La demande potentielle, et même mieux que ça, la question du point mort. Le point mort, c'est si la population française arrêtait de grandir. On reste exactement au même stock d'habitants dans tous les territoires. On a encore besoin de 1,7 million de logements d'ici 2030, simplement par desserrement des ménages. Et on le sait, la population française vieillit. Le vieillissement, malheureusement, ce sont des ménages uniques. La population française continue à avoir des décohabitations, tant pour les jeunes que pour les divorces, etc. Ce besoin, il est là. On ne peut pas l'effacer. Et d'ici 2030, il est fort. Et ça, c'est uniquement le point mort. La demande potentielle, c'est rajouter la croissance mécanique également de la population. Et ensuite, il y a les besoins de marché. Alors, ces besoins de marché, il y a peut-être plus de leviers politiques dessus. C'est les résidences secondaires, c'est la vacance, c'est la désaffectation de certains logements par vétusté, par obsolescence, par transformation d'usage. Oui, mais à un horizon 2030, quel levier politique a-t-on, notamment au plan financier, fiscal, pour augmenter une tendance qui n'est pas favorable? La vacance, elle augmente. Et elle continue d'augmenter. Il y a encore 2 semaines, les chiffres de l'INSEE le confirment. Donc voilà la modélisation en la matière. Et le résultat important, en tout cas au plan du discours, c'est que, bien sûr, il y a des situations de déclin démographique, donc il y a des secteurs qui sont dits détendus, dans lesquels on pourrait potentiellement avoir plus de facilité à atteindre l'objectif ZAN. Eh bien, même dans ces zones détendues, il y a un besoin en logement. Et, qui plus est, des nouveaux logements et des nouveaux ménages qui vont apparaître, sans tenir compte du fait que les logements disponibles ne sont pas forcément adaptés aux ménages. Et ça, c'est le 3e et dernier point, la friche et la vacance. Un levier formidable dans le discours public. Dans le discours, oui, mais dans les faits. Alors, sur la friche, je suis désolé, je ne peux pas vous présenter de carte parce que déjà, les inventaires existants, ils sont méritoires, ils progressent, mais on n'a pas encore une visibilité complète sur la notion de friche. Le Grand Est est pionnier, mais ça ne suffit pas. Il y a beaucoup de territoires qui n'ont même pas fini cet inventaire précis du stock en la matière. Et donc, sur ces friches, il y a un impensé très clair, c'est que si on agit sur une dépollution de sol, une conversion d'usage, il y a des coûts. Alors, en milieu urbain dense, ça nous renchérit le coût d'opération de 10 à 20%. En milieu rural, c'est x2. Qui peut se permettre financièrement une telle contrainte? Sur la vacance maintenant, voilà une carte parmi d'autres. On a un stock de logements vacants qui est fort et qui augmente. On peut prévoir environ 3,3 millions de logements vacants à l'horizon 2030. C'est colossal et ça correspond pile à 75%, voire 100% si on veut être gentil, du besoin en logement. Parfait, on a donc des vases communicants, on récupère la vacance et on a réglé le problème ZAN. Oui, mais non, parce qu'évidemment, la vacance, c'est un gros problème. Tout logement vacant n'est pas disponible. Et là aussi, il y a des contraintes de marché dont il faut tenir compte. Je vous en donne 4, ça suffira. D'abord, une vacance frictionnelle. 3,5% de vacances minimum, sinon votre marché est saturé, ça ne fonctionne pas. Mais ça, c'est une situation qui n'est pas confortable. La vacance rotationnelle, celle qui implique une bonne fluidité du marché, c'est plutôt 6-7%. Ça paraît beaucoup, et pourtant c'est comme ça que ça fonctionne, parce qu'on le sait, les bassins de demande et d'offres ne sont pas totalement homothétiques. Ensuite, le 3e problème, c'est que les marchés sont segmentés. En immobilier, on ne peut pas raisonner à une échelle de stock national en mètres carrés de logement, ça ne fonctionne pas. Il y a des types de logements et des types d'habitants. Et si on sectionne, là on trouve un résultat. Et donc en la matière, on a énormément de logements qui sont sur marché sans preneur, il n'y a pas de demande. On a bien sûr des biens qui sont hors marché pour des questions spéculatives, mais c'est minimum sur la chose. Et puis bien sûr, il y a beaucoup de logements qui ne sont pas là où les besoins sont. Et ça, c'est, je pense, l'impensé géographique des politiques publiques. On y revient. Il faut pouvoir territorialiser cette question de la vacance en tenant compte d'un marché qui est segmenté en typologie et en lieu. Donc raisonner au moins à l'échelle d'un bassin d'emploi ou d'un SCOT, ça paraît plus pertinent qu'à une échelle nationale. Donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la conclusion, et c'est cette carte que l'on voit sous vos yeux. C'est que si on fait une petite typologie de la vacance en fonction de l'inadéquation offre-demande, de l'obsolescence des biens
par rapport aux besoins contemporains du marché, il y a finalement une fraction assez faible, 400 000 logements sur 3 millions, qui sont peut-être mobilisables. Et toutes les zones ne s'y prêtent pas. Hein. Sur ma carte, tout ce qui est en gris, on peut considérer que je suis désolé, mais il n'y a pas de vacances en vrai. Du moins, dans le sens, il n'y a pas de vacances disponibles pour une remobilisation immédiate, sauf, bien sûr, à coup de gros efforts de politique publique. Et là, à l'horizon 2030, je me suis permis d'être pragmatique. Donc voilà la conclusion à laquelle je souhaitais arriver pour essayer de tenir à peu près le temps de parole. Je crois que c'est ce que l'on a vu ensemble, et je ne fais que résumer par cette slide les différents objectifs que l'on a vus. Le ZAN, c'est bien sûr une pluralité d'enjeux, c'est pas que le chiffre, on le sait. Avec, lorsqu'on parle de qualité, c'est 3 enjeux à toujours garder en tête: réversibilité, désimperméabilisation, connectivité. Un besoin en logement et en croissance des ménages qui demeure, même dans des territoires en déclin, et c'est un discours fort qu'il faut pouvoir porter, parce que là, on a affaire à un enjeu social de poids. Loger les populations, c'est quand même un élément basique. On peut abstraire la question de la résidence secondaire, pourquoi pas, mais en tous les cas, le reste est saillant, ce qu'on appelle toujours la demande potentielle. La récupération de la vacance et des friches, on a cette impensée géographique qui bloque un petit peu les politiques publiques dans la mise en œuvre de financements ambitieux sur ce sujet, même si tout le monde est conscient de l'intérêt de la chose. Et enfin, tous ces enjeux de rénovation, de recyclage et de réutilisation, évidemment, c'est prioritaire, mais à condition toujours de mettre en regard la question sociale de l'accès au logement. Alors pour ne pas terminer sur une note critique, et vraiment ce sont mes derniers mots, je crois que la suite du propos, elle est en cours. Il faut pouvoir dépasser le simple constat critique qui est fait et aller vers un calcul de coûts. C'est clair que là, on a besoin d'analyser les contraintes ZAN au regard de la solvabilité des ménages dans les territoires. Ce serait déjà un premier enjeu qui rendrait plus concret le discours que je viens de tenir. Et puis surtout, pour terminer sur une note positive, la contrainte est là, et même si elle est imprécise, on a vu, et on le verra en fait avec Martin juste après, la mesure, aujourd'hui, elle est imparfaite, on le sait. On sait aussi qu'avec un observatoire à grande échelle, on va découvrir des zones naturelles qu'on ne prend pas encore en compte aujourd'hui. On va peut-être même faire baisser de 30% l'artificialisation par miracle statistique. Ça ne changera pas la tendance. On est toujours, bien sûr, sur une tendance d'artificialisation. Du coup, c'est bien sûr la conclusion que je rejoins, qu'a annoncé Sylvain Grisot au départ. On est bien sur une politique qui contraint, mais qui contraint de manière, espérons-le, intelligente, et qui contraint surtout à l'adaptabilité, avec un aménagement qualitatif. Et surtout, si l'objectif n'est pas atteint, parce qu'il y a les contraintes qu'on vient d'évoquer, c'est bien sûr le processus qui est enclenché qui compte. Et là, je reviens sur ce dialogue entre la contrainte et les opérateurs. Je crois que la trajectoire qu'incarne Scott va précisément vérifier ce pari. Voilà, je vous remercie. Alors, merci Samuel. On l'a dit, mais vous le saviez, hein, la question n'est pas simple, mais peut-être faut-il arriver à la poser proprement, et la réponse sera encore plus complexe à cette équation, sur lesquelles, on le voit, hein, dans cet horizon à 10 ans, on a des difficultés de toute manière, on rentre sur des vraies complexités. Alors, pour affronter la complexité, il faut quand même comprendre ce qui s'est passé. Et en même temps, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on mesure? Qu'est-ce qu'on compte? Artificialisation des sols, consommation des nappes, imperméabilisation, etc. Martin Bocquet, est-ce qu'on peut faire à la fois, au travers des données que vous déployez pour le compte du CEREMA là-dessus, un retour en arrière sur les dynamiques qui ont eu lieu, mais aussi une projection en avant, puisque tout le monde se pose la question de s'il faut qu'on compte, comment on compte? Alors, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter en fait les grandes tendances à l'échelle nationale. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et voilà, qu'est-ce qu'on va faire demain pour essayer de mieux comprendre le phénomène? Alors, déjà, pas mal de questions qui se posent. La première, c'est je vais donner des tendances nationales. Si on fait des SCOT, si les territoires travaillent sur des PLUI, etc., c'est que tous les territoires ont une certaine différence, des particularités qui font que ce que je vais vous dire à l'échelle nationale ne sera peut-être pas valide. Donc, voilà, toujours pareil, quelle est la tendance globale? Et après, est-ce que ça s'applique ou non sur mon territoire et comment? Alors, l'état des lieux, c'est déjà ça. On a donc un portail national de l'artificialisation qui calcule la consommation d'espace. Aujourd'hui, la répartition dans le temps, elle est relativement simple. Il y a 2 forces principales qui expliquent les gros spots que vous voyez ici en marron.
Le premier, c'est le littoral. Il y a quand même toujours une attractivité très forte du littoral, donc à la fois pour des questions d'attractivité résidentielle, de résidence secondaire, etc. La deuxième question, c'est celle de la périurbanisation. Donc vous pouvez voir ici sur la carte celle des grosses agglos, Lille, Lyon, Marseille, etc., Nantes, mais il faut voir qu'en zoomant, des villes moyennes, Châteauroux, Vichy, Valenciennes, etc., elles ont aussi leurs couronnes dans lesquelles les consommations d'espace sont fortes. Donc, bien garder en tête ces deux éléments-là. Deuxièmement, il y a un peu plus de 2/3 de la conso d'espace qui est due à l'habitat. Donc, effectivement, on a toujours en tête les questions des zones d'activité, des zones logistiques, etc., qui posent des problèmes par ailleurs, mais l'habitat est aujourd'hui ce qui pousse en grande partie la consommation d'espace. De la même manière, la conso d'espace est très polarisée. Alors, je vais prendre beaucoup de précautions en disant, voilà, un peu moins de 40% de la conso d'espace est située dans 5% des communes. Je dis bien, elle est située dans 5% des communes. Je n'ai pas dit que 5% des communes étaient responsables de cette conso d'espace. Ça peut être une zone d'activité commune à l'échelle de l'EPCI, ça peut être une grande infrastructure qui passe dans la commune sans qu'elle-même n'en bénéficie, mais on est sur des spots qui sont importants. Pour l'activité, c'est encore plus polarisé. Vous avez une commune sur deux qui ne consomme pas d'espace pour de l'activité. Des communes qui sont quasiment que résidentielles. Et pareil, en termes de polarisation, un peu plus de la moitié de la conso d'espace pour l'activité est située dans 5% des communes. Alors derrière, ok, on parle de nombre de mètres carrés, de comment ça se répartit, etc. Mais il y a une évidence, c'est qu'on ne consomme pas de l'espace pour le plaisir de le faire. Il y a toujours, qu'est-ce qu'on y gagne, qu'est-ce qu'un territoire y gagne en échange. Et en fait, là, on va parler vraiment de la question qui, pour moi, est centrale. Ce n'est pas le nombre d'hectares, c'est plutôt qu'est-ce qu'on en fait. Et comment, du coup, on est capable de mieux faire avec le même nombre d'hectares ou en diminuant. Et aujourd'hui, en France, alors c'est pareil, un ratio qui est très, très, très variable selon les territoires, mais gardez en tête à peu près 5 mètres carrés de foncier pour 1 mètre carré de bâti. Alors, c'est une tendance qui est... il y a quand même une légère hausse de l'efficacité, donc depuis qu'on possède les chiffres, depuis 2009, il y a eu une amélioration globale pour l'activité, il y a eu une amélioration très légère pour l'habitat. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que la hausse naturelle, telle qu'on l'a aujourd'hui, est insuffisante pour atteindre le ZAN en 2050. Alors, quand je parle de l'efficacité, c'est comment l'améliorer. Vous avez deux leviers principaux. C'est l'augmentation du renouvellement urbain. Alors, dans renouvellement urbain, je mets tout ce qui est réutilisation de l'existant, résorption de la vacance, BIMBI, etc., etc. Et après, c'est la question de la densité des opérations. Aujourd'hui, on est sur du mathématique. Vous consommez 2 hectares, si vous y mettez 20 logements, bah vous consommez 2 fois plus d'espace que si vous en mettez 40. Ou plutôt, vous produisez 2 fois moins de logements. Donc, pour expliciter cette question de densité, il y a une étude qui est sortie là, il y a maintenant une semaine, sur la question de la densité. Alors, je précise bien, c'est la densité de logements des opérations en extension urbaine. Donc, ça correspond à peu près à 40% de la conso d'espace à l'échelle nationale. Donc voilà, le delta par rapport aux 68 que je vous ai donné tout à l'heure, c'est sur les places, les parkings, etc. Enfin, tous les espaces associés à l'habitat. Donc, une opération, je considère que c'est un ou plusieurs logements. Le particulier qui achète 2500 m² à l'agriculteur à côté pour construire sa maison individuelle, on considère ça comme une opération. Et en fait, quand on commence à regarder, on s'aperçoit qu'au niveau national, 51% de la conso d'espace est destinée à des opérations de moins de 8 logements par hectare. Et en fait, derrière cette question de la densité, se pose vraiment la question de la répartition territoriale. Aujourd'hui, vous pouvez faire un effort sur une opération pour doubler, tripler la densité. Si vous permettez une opération qui consomme à elle-même 2 ou 3 hectares, votre bilan total sera le même. Donc, comme l'a dit Samuel, pour rebondir vraiment, c'est à la fois une question globale, mais c'est aussi une question territoriale et une question de répartition entre communes. Alors, je vais passer rapidement ces éléments-là. Donc, une fois qu'on a ces éléments-là, donc je vous ai dit, au niveau national, le but, c'est de créer la connaissance pour permettre de mieux appliquer la loi. Donc là-dessus, il y a le portail de l'artificialisation qui a été mis en place depuis 2019.
Qu'est-ce qui va sortir donc du coup prochainement? Alors premièrement, d'ici juin-juillet, vous aurez les chiffres du coup qui porteront sur la période 2009-2021. Aujourd'hui, on est sur 2009-2020. On a mis à jour le portail avec les nouveaux décrets, et là j'en profite aussi pour lancer un appel à vos retours. Le portail, c'est un portail qui est géré par le CEREMA pour le compte des ministères de l'Environnement et du Logement, mais le principe c'est que ce soit un portail commun. Donc là-dessus, si vous avez des bonnes expériences, si vous avez des choses que vous souhaitez mettre en avant, des bonnes expériences, que ce soit locales, des études, des rapports, on est vraiment preneur que ce portail devienne aussi un endroit dans lequel chacun peut partager ses expériences. Donc vraiment, voilà, on n'est pas que sur une partie chiffres, on est surtout aussi sur une partie, on va dire, commun là-dessus. Et voilà, et après, on continue aussi à faire évoluer le portail en fonction de vos retours terrain. De dire que ce soit sur les questions de comment on mesure, est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qui va être pris en compte, qu'est-ce qui n'est pas pris en compte, ou la manière de présenter. Vous avez notamment une carte interactive, un tableau de bord qui ont été ajoutés suite à des retours de collectivités et de SCOT. La grosse nouveauté à venir, c'est aussi tout ce qui est occupation des sols grande échelle. Donc c'est un produit qui est opéré par l'IGN. Donc j'ai parlé jusqu'à présent de la conso d'espace, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, c'est la seule chose qu'on est capable de mesurer. Demain, l'outil de l'IGN permettra de mesurer l'artificialisation telle qu'elle est définie par les décrets. Donc, les premiers départements vont être produits en 2022. Le principe, c'est toute la couverture du territoire national en 2024. Il faut voir aussi que qui dit nouvelle source de données, dit aussi chiffres qui vont être différents. On est en train de produire aussi un rapport de convergence entre les données telles qu'elles sont aujourd'hui sur l'Observatoire et les données de l'occupation des sols de grande échelle de l'IGN. Donc on n'aura pas les mêmes chiffres, ça c'est certain. Dès que vous changez de source de données, vous changez les chiffres. Mais la moindre des choses, c'est d'expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'on prend en compte, qu'est-ce qu'on ne prend pas en compte. Et finalement, combien? En fait, jusqu'à présent, j'ai soigneusement évité la question du combien d'hectares au niveau national. Alors vous allez voir, parce que la loi parle effectivement d'un objectif chiffré qui est important, mais voilà, c'est important, mais il ne faut pas que ça passe au-delà d'autres enjeux. Alors, gardez en tête quand même, 286 000 hectares consommés en 11 ans. On est aujourd'hui sur une période de stagnation entre 20 et 22 000 hectares par an depuis 2015, après une baisse sensible entre 2011 et 2015. Donc ça, c'est important. Vous avez aussi les chiffres à la commune, sur votre territoire, sur le portail. Mais il ne faut pas non plus oublier que la politique, la loi telle qu'elle a été faite, le but n'est pas de réduire l'artificialisation, c'est avant tout de limiter les dommages qui en sont faits. Et là-dessus, les dommages, j'ai mis 5 secteurs, mais on peut en discuter, il y en a beaucoup plus. Voilà, la lutte contre le changement climatique, l'étalement urbain, la préservation des terres agricoles, l'imperméabilisation des sols, la préservation de la biodiversité. Donc l'enjeu quantitatif, il est légal, donc il doit être pris en compte, mais l'enjeu réellement demain, c'est d'arriver à produire des aménagements qui produisent beaucoup moins d'effets sur chacune de ces thématiques. Donc derrière l'enjeu quantitatif, il y a vraiment un enjeu qualitatif qui devra être géré en fonction des territoires, de leurs caractéristiques. Et dans ce cas-là, voilà, à l'échelle du SCOT ou du PLUI, c'est ce qui semble le plus effectif. Merci beaucoup à vous. Merci Martin. Une question sur notre boîte mail. Le portail de l'artificialisation a des données sur les DOM aussi? Alors les données sont présentes sur les DOM, mais ils ne sont pas affichés sur la carte. Donc vous avez à la fois le téléchargement des données brutes, voilà, qui est plutôt réservé aux techniciens. Vous avez les tableaux de bord pour lesquels les DOM sont présents, mais la cartographie, pour le coup, nous n'avons pas encore affiché les DOM. D'accord, très bien. Ben on l'a bien compris, hein, on est en train de stabiliser des choses, à la fois des définitions, des méthodes de comptage, des sources de données, etc. On est donc sur une question qui est en train d'avancer, et pour autant, avec d'ores et déjà des impacts réglementaires, des transformations de la loi, qui font qu'on a des territoires qui doivent réagir pour ne pas subir. Ça l'a été dit. En même temps, avec une hétérogénéité, et c'est sans doute un des points extrêmement importants, extrêmement forte, qui n'est pas que régionale, qui est aussi infra-régionale,
une très forte hétérogénéité des comportements, des dynamiques, à la fois démographiques, mais des modes aussi d'habiter, des modes d'aménager, des modes d'évolution qui sont associés à ça. Alors, Franck Breteau, vous êtes à la fois maire de Saint-Georges-du-Bois, vice-président du Mans Métropole, délégué au SCOT, hein, et à ce titre-là, vous êtes intervenu très tôt, finalement, dans un débat, dans une discussion à un échelon régional, une échelle régionale, hein, qui a pu associer les différents SCOT des Pays de la Loire. Est-ce que vous pouvez nous raconter, finalement, comment vous avez décidé d'agir pour ne pas subir? Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, les Pays de la Loire, tout d'abord, rapidement, 5 départements, 3 200 000 habitants, 40 territoires, 36 SCOT, un PLUI Valence-SCOT et 3 territoires qui sont non couverts, dont une île, l'île Dieu pour ceux qui connaissent. Donc, effectivement, nous avons commencé à nous réunir entre élus du bloc local à l'échelle régionale au moment du lancement du SRADET. Donc on ne parlait pas encore du ZAN à l'époque et on a constitué un interscot au niveau donc, de la région Pays de la Loire. Dès le départ, nous avons eu entre 28 et 30 territoires, selon les cas, qui étaient présents, donc 28 à 30 sur 40, ce qui démontrait effectivement l'intérêt que les représentants des territoires avaient à se retrouver. Et puis tout naturellement, quand est arrivée la loi climat et résilience, et qu'on a découvert cette conférence régionale des SCOT, eh bien, on a décidé de continuer à se réunir, alors pas officiellement en conférence interscot, enfin régionale des SCOT, mais toujours en interscot, et à évoquer donc les enjeux qui viennent d'être rappelés ce matin. Alors tout d'abord, et ça je crois que c'est très important, on ne partait pas de rien, on ne part pas de rien. Sur la période des références hein, de 2008-2018, puisqu'on prend les chiffres du CEREMA, nous étions sur la région Pays de la Loire à moins 30% au niveau de l'artificialisation des sols, et avec même, si on regarde la période plus courte, la deuxième partie de la période, un effort de 35%, ce qui, je crois, mettait la région Pays de la Loire plutôt dans les territoires qui relevaient d'un effort assez remarquable. Nous avons vite identifié, alors on dit, on le sait bien, on est tous d'accord ici, on est à peu près 400 personnes, le ZAN, c'est autant, voire plus, un certain nombre de réflexions qualitatives, plus que des réflexions purement de chiffres, mais quand on a une trentaine de territoires autour de la table, très souvent, et on parle de chiffres. Alors, c'est peut-être une mauvaise appellation, j'en sais rien, mais dans zéro artificialisation nette, le premier mot, c'est zéro. Et ça, quelque part, ça rend un certain nombre de nos collègues fébriles. Et puis, dans l'échéance intermédiaire de moins 50, il y a un autre nombre, moins 50. Alors, on n'a pas encore réussi aujourd'hui, je dois vous l'avouer, à passer une séance. Alors on se voit à peu près tous les 3 mois. Hein, on a 3 séances par an, hein, on oublie un peu l'été. On n'a pas réussi encore à se dire, on l'a fait juste le 30 mai dernier pour la première fois, on se réunit, on ne parle pas chiffres, mais on parle effectivement nouvelle méthode. Alors, au cours de nos différentes sessions, nous avons établi 4 scénarios possibles, car nous avons d'abord tous été d'accord pour dire que l'objectif de 50% devait être territorialisé. Alors vous allez me dire, la loi l'a dit, c'est une chose, mais encore faut-il que les acteurs locaux le souhaitent. Ça a été acté. Une particularité de notre territoire, vous l'avez dit tout à l'heure, certes, nous avons 5 départements, mais nous avons 2 départements littoraux. D'ailleurs, tout à l'heure, dans les cartes, elles étaient très intéressantes, puisqu'il y en avait une où c'était très, très rouge.
Et nous avons trois autres départements, dont le département qui a le plus gros ratio château-nombre d'habitants. Mais autour des châteaux, en général... C'est des données du CEREMA. Hein. Il y a un observatoire du nombre de châteaux, il me semble. Hein. Alors ça, ce n'est pas les données du CEREMA, mais c'est le département de la Mayenne pour ceux qui connaissent. Mais il faut l'intégrer. Donc, un territoire qui est très différencié et une pression démographique passée et à venir, donc dans les 10 dernières années, plus 10% de population, et puisqu'on parlait d'activité aussi tout à l'heure, le revenu national Pays de la Loire, c'est 18% du revenu national de la France. Donc ça, c'est pour derrière nous. Et puis quand on se projette, l'INSEE nous annonce plus 800 000 habitants à l'horizon 2040, pour les Pays de la Loire, dont les 3/4, pour ne pas dire un peu plus, sur 2 départements, la Loire-Atlantique et la Vendée. Alors, est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette méthode de dialogue ? Parce que vous nous racontez tout ça, mais vous l'êtes dit ensemble. Oui, bien sûr. Et tout ça fait partie d'un dialogue autour de données concrètes. Autour de données concrètes, et nous sommes donnés comme appui les agences d'urbanisme. Donc on a travaillé avec toutes les agences d'urbanisme du territoire. Alors je dis toutes parce qu'on n'en a pas beaucoup, on en a 3. Mais les 3 agences d'urbanisme ont accepté de travailler à l'échelle des 5 départements, et c'est elles qui nous ont alimentés, et qui nous alimentent, et qui continuent à nous alimenter de toutes les informations techniques dont nous avons besoin. Et c'est aussi avec elles que nous avons établi les scénarios potentiels de territorialisation. Alors il y a un scénario qui est le moins 50 pour tous, mais qui n'est pas celui, effectivement, sur lequel on souhaite travailler, puisque la notion de territorialisation n'existe pas vraiment. On a eu un scénario qui était en fonction du besoin, autrement dit de la pression démographique, sans autre élément. Ce scénario était très vite éliminé, puisqu'effectivement, un certain nombre de territoires qui, pour des raisons X ou Y, avaient connu ou connaissent une réduction démographique sur ces 10 dernières années, se disent que ce n'est pas parce que pendant 10 ans on a connu des difficultés qu'on doit être condamné à connaître les mêmes difficultés pendant les années qui viennent. On a ensuite évoqué un scénario 3 qui a constitué à dire on va prendre en considération les efforts qu'ont fait les uns ou les autres et on va voir quels sont les efforts qui sont à mener pour que chacun en arrive à l'objectif des moins 50. Mais certains avaient déjà, puisque si j'ai dit qu'il y avait eu un effort qu'on ne partait pas de rien à l'échelle régionale, ça veut dire que chacun sur chaque territoire avait déjà fait des efforts. Donc les agences d'urbanisme ont fait par territoire, alors quand je dis par territoire, c'est par SCOT, les efforts, à mesurer les efforts qui étaient déjà réalisés, et nous a déterminé quels sont les efforts qui resteraient à faire pour que tous on arrive au fameux moins 50. Alors là, on s'est aperçu que d'un territoire à l'autre, si je prends les 2 extrêmes, on avait un territoire à qui on demandait presque 80%, et puis un autre territoire à qui on demandait que 35%, parce qu'il avait déjà fait des efforts. Ce sont d'ailleurs souvent, et c'est normal, les territoires littoraux sur lesquels il y a eu déjà énormément de pression démographique, il y a eu déjà beaucoup de densités qui ont été faites. Alors là, on a vu que ça ne passait pas, et on a fait donc un 4e scénario qui était de dire, on garde le principe, mais on va mettre un plancher et un plafond, donc un plancher à 65%, et puis l'autre à 40%. Donc pour l'instant, on travaille plutôt sur ce 4e scénario. On recherche un consensus. Bien évidemment, la conférence régionale des SCOT n'a aucune légitimité, en dehors de celle qui, bien sûr, lui a été donnée par les textes, mais aucune légitimité d'imposer quoi que ce soit. De toute façon, ce n'est qu'un travail qui est remis à la région, et après, ce sont les élus régionaux qui s'en empareront. Donc on travaille, et ça c'est important, en étroite collaboration avec la région, en dehors de la toute première réunion ZAN, où on n'a pas invité la région, parce qu'on voulait savoir vraiment si ça intéressait les gens de travailler, ou pas, ensemble sur le sujet. Dès la 2e réunion, la région Pays de la Loire est notre partenaire sur l'ensemble de nos démarches. Donc voilà aujourd'hui où nous en sommes. Comme tout le monde, l'histoire sur ce sujet-là, la copie doit être rendue avant le mois d'octobre. On s'est aussi mis d'accord sur le fait qu'on souhaite que la conférence régionale des SCOT se poursuive au-delà du 22 octobre pour pouvoir continuer à mesurer
avec les différentes échéances qui sont les nôtres, puisque c'est assez progressif, jusqu'en 2050, pour pouvoir mesurer les évolutions des uns ou des autres. Donc on a là aussi une volonté de continuer à travailler ensemble à l'échelle de la région des Pays de la Loire. Voilà un peu, si vous voulez, cette expérience qui n'est que la nôtre, mais sur laquelle on ressent une volonté de trouver une solution partagée entre les élus régionaux et l'ensemble des territoires. Alors aujourd'hui, sur la quarantaine du territoire, je ne vais pas vous dire que c'est le monde des bisounours et qu'on est tous les 40 d'accord. Mais en gros, on a à peu près 3/4 des territoires sur lesquels, pour l'instant, on est d'accord sur le scénario 4 avec les limites. Et puis, il y a quelques territoires, notamment ceux qui connaissent une très forte progression démographique due aux résidences secondaires. Ça aussi, un véritable sujet. Comment doit-on effectivement aborder le sujet de la résidence secondaire et doit-on demander un effort, entre guillemets, une réflexion différente pour la construction, l'évolution de résidence secondaire qu'on le demande pour les résidences principales? Ça, c'est un sujet sur lequel on a encore besoin de quelques heures de discussion entre nous. Mais on voit bien finalement que l'entrée quantitative, Excel aussi, nous oblige à se mettre autour de la table et à parler du qualitatif, parler de politique publique. Passer à l'action, donc, reprendre l'action pour pas subir. Vous l'avez fait à l'échelle régionale, entre SCOT. On a aussi là-dessus une fonction du bloc local, de l'échelon communal, de l'intercommunalité là-dessus. Alain Chrétien, c'est quoi à la fois le regard que vous portez sur le travail réalisé ces 10 dernières années, puisque ça vient d'être dit, il est très contrasté sur le territoire, l'échelon régional, mais même infrarégional, on a eu des efforts importants faits ces 10 dernières années. Quel regard vous portez là-dessus? Et quel regard aussi vous portez sur votre rôle, au titre à la fois de maire, mais aussi de représentant de l'AMF, sur ces débats qui vont nourrir nos prochaines années? Ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de retrouver Michel Heinrich. On a siégé sur les bancs de l'Assemblée nationale quand j'étais député maire et quand il était député maire d'Épinal. Certes, je suis régional de l'étape, mais ce matin, je représente surtout David Lisnard, le président de l'AMF, dont je suis l'un de ses vice-présidents en charge du développement économique et du commerce. Mais ce matin, on va parler des SCOT et du ZAN. Et donc David Lisnard a rencontré Michel Heinrich le 8 juin dernier. Et je crois pouvoir dire que les échanges ont été fructueux et qu'on peut résumer ces échanges, je n'y étais pas, mais David m'en a fait part, sur 2 mots. Le mot liberté et le mot confiance. Le mot liberté parce que l'AMF a toujours été très réticente à ce que les SCOT aient un pouvoir trop coercitif sur les politiques d'aménagement des maires, qui sont finalement les seuls élus au suffrage universel et les premiers à prendre les coups lorsque ça ne va pas. Le deuxième élément, c'est la confiance. David Lisnard utilise souvent le mot de subsidiarité, un mot issu notamment des politiques de l'Union européenne, mais qui s'applique aussi à nous, et qui est de dire que ce qu'on peut faire au plus proche doit être prioritaire de ce qui doit être fait par l'autorité la plus éloignée. Et quand on dit confiance, on dit subsidiarité et on dit responsabilité. Alors le cœur du problème, c'est que l'État a trop souvent propension à imposer une règle uniforme à l'ensemble du territoire national. C'est un vieux tropisme millénaire du pouvoir central que de vouloir mettre tous les territoires sous la même toise. Et vous l'avez tous dit, vous l'avez remarquablement démontré, nous sommes tous français, nous sommes tous soumis aux mêmes lois, mais qu'est-ce que nous sommes différents? Et ce sont ces différences qui sont une richesse pour le pays. Différences géographiques, historiques, patrimoniales, il y a beaucoup plus de châteaux en Mayenne qu'en Haute-Saône, c'est comme ça, mais les nôtres sont tout aussi beaux que les vôtres, même s'il y en a moins. Et c'est un vrai enjeu, pourquoi? Parce que naturellement, nous sommes tous d'accord pour contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, pour contribuer à la lutte contre la paupérisation de la biodiversité. Mais cet objectif commun
ne doit pas nous opposer, ne doit pas opposer les élus entre eux. Et l'enjeu, c'est celui-là, et je parle surtout à mes collègues élus qui sont là, accompagnés de leurs techniciens, c'est comment faire pour qu'il y ait une prise de conscience au plus près, du maire de la ville-centre jusqu'au maire du plus petit village. Et dans les échanges qui ont eu lieu entre Michel et David, il y a eu cette difficulté souvent récurrente du transfert d'informations entre les SCOT, dont la qualité des travaux n'est plus à démontrer, avec des collaborateurs toujours plus experts, des élus toujours plus impliqués, mais qui parfois sont des travaux en chambre qui ne percolent pas jusqu'au plus près des élus du territoire. Des dizaines, des centaines de conseillers municipaux, de maires qui composent tous nos territoires. Donc on a une vraie difficulté de prise de conscience de chacun de nos collègues maires. Et on a eu des échanges avec le préfet de région sur ces sujets-là. En Bourgogne-Franche-Comté, la moitié des communes de Bourgogne-Franche-Comté ne disposent pas de documents d'urbanisme et sont au RNU. Donc comment voulez-vous que la moitié des élus qui ne sont absolument pas concernés par ces sujets-là puissent contribuer à la réflexion? Eux, ils sont au RNU, ils n'ont pas de carte communale, ils n'ont pas de PLU, encore moins de PLUI. Donc comment voulez-vous que tous ces élus aient un sentiment sur le sujet? Un peu comme quand on parle de l'impôt sur le revenu. La moitié des Français n'en payent pas, alors quand on dit que les impôts augmentent, ben ceux-là ne sont pas concernés, parce qu'ils ne sont pas concernés. Et ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Donc il y a encore ce sujet-là qu'il va falloir continuer à évoquer. Combien je constate dans les territoires une opposition résolue au PLUI? Justement parce que je veux utiliser ma liberté, parce que le permis de construire, c'est encore un pouvoir souverain du maire et qui ne souhaite pas en être dessaisi, que pour lui le PLUI c'est le monstre venu de la ville-centre ou du bourg-centre pour imposer ses vues aux petites communes. Donc tant qu'un territoire n'a pas de PLUI, comment voulez-vous qu'il y ait une stratégie d'aménagement du territoire? La première matière première dont nous sommes responsables, nous maires, c'est la terre. Qu'elle soit utilisée en termes agricoles, en termes industriels, en termes d'habitat. La matière première dont nous sommes responsables, c'est la terre. Et si nous ne la gérons pas en commun, comme nous gérons les ordures ménagères, comme nous gérons les transports urbains, eh bien nous continuerons à passer à côté de quelque chose d'essentiel. Je ne sais pas quelle est la proportion de communes qui ne sont pas dotées de documents d'urbanisme au niveau national, mais si on s'en réfère à la Bourgogne-Franche-Comté, la moitié de nos collègues ne sont absolument pas concernés par tout ce qu'on dit aujourd'hui. Donc il y a un travail énorme de prise de conscience de tous ces sujets, parce que qui dit des intérêts dit aussi incompréhension, et qui dit incompréhension dit opposition. Et on revient à cette dichotomie entre ceux à qui on va serrer le kiki qui ont déjà fait des efforts, ceux à qui on va serrer le kiki parce qu'ils ne se développent pas et ils ne se développeront encore moins, et ceux qui sont dans des territoires où ça pousse même si on n'arrose pas, où ça se développe même si on ne dépense pas, et qui attirent même si on ne fait rien. Et donc la difficulté de cette différence entre les élus concernés et les élus qui ne sont pas, c'est finalement d'avoir une France fracturée, des élus fracturés et une population fracturée, entre des gens qui se sentiront dans un territoire qui se développe et d'autres qui se sentiront dans des territoires qui ne se développent pas. Et ce genre d'opposition, eh ben on l'a vu il y a quelques mois, quelques années, bizarrement, ça bloque les ronds-points. Donc il y a quand même un vrai sujet, de prise de conscience, de mécanismes de transmission de l'information jusqu'au plus bas du terrain, pas le bas du terrain, mais au plus proche du terrain, et un travail de pédagogie qui est essentiel à faire. Moi, il y a 20 ans, alors là j'enlève ma casquette d'AMF et je prends celle de maire de Vesoul, il y a 20 ans, j'étais vice-président à l'urbanisme du district urbain, vous voyez, et on ne parlait pas de PLUI, on parlait de post-districal. Ça peut peut-être parler à certains qui ont un peu de bouteille. Et à l'époque, on n'était pas numérisé, hein. On était encore avec nos grandes planches en papier, pliées en 15. Et le district urbain de Vesoul, c'était 12 communes, de 30 000 habitants. Et on me dit, le président de l'époque me dit, tu vas réviser le POS.
Et j'ai commencé à réfléchir et j'ai installé un grand panneau dans une grande salle comme celle-là qui faisait 35 mètres carrés et je me suis amusé à scotcher toutes les planches du poste districal de l'époque. Et puis après, j'ai pris mon petit crayon de couleur et j'ai tout gribouillé avec mes petits crayons de couleur. On est bien loin de ce qu'on peut faire aujourd'hui, et c'est tant mieux. Et naturellement, les NAF, je les ai gribouillés en jaune. Et une fois que j'ai terminé le travail, eh ben, j'ai mis tous les élus du district urbain, les conseillers municipaux, les maires dans cette même salle, dans une salle identique, similaire. Je leur ai montré la carte et je leur ai dit sur cette carte aujourd'hui, en rouge, vous avez les zones U qui regroupent 30 000 habitants et en jaune, vous avez les zones potentiellement d'urbanisation. Et vous savez combien vous pouvez mettre d'habitants dans votre poste aujourd'hui ? Ben, l'équivalent de ce qui existe aujourd'hui sur le territoire. Ça veut donc dire que vous pouvez doubler la population de votre territoire en l'espace de 5 à 6 ans, puisque comme d'habitude, les postes, c'est 5 à 6 ans et après on les révise. Et là, ils ont eu une vraie prise de conscience que leur poste était totalement déconnecté de la réalité et que naturellement, entre 1999 et 2005, ils ne gagneraient pas 30 000 habitants sur 30 000 habitants existants. Et ensuite, on a fait un travail, une fois que cette prise de conscience avait eu lieu, on a fait un travail de réduction au cas par cas parce que les maires et les conseillers municipaux avaient conscience que leur document d'urbanisme était totalement déconnecté de la réalité. Et puis ensuite, on est allé devant l'ancêtre de la CDPENAF et contrairement à beaucoup, on ne leur a pas demandé à l'ancêtre de la CDPENAF, s'il vous plaît, autorisez-nous à bouffer des terres agricoles. On leur a dit, voilà le plan de réduction des zones à urbaniser que nous vous présentons et on a ainsi pu supprimer en quelques années 400 hectares de zones urbanisées. Et donc cet exercice-là, naturellement, on ne le fait plus sur des grandes planches en papier, mais maintenant avec des outils qui sont extrêmement modélisés. Et si on ne commence pas par ça, eh bien le ZAN, comme vous l'avez dit, ce sera subi, ce sera une agression contre les territoires qui ont du mal à se développer, alors que ceux qui se développent bien, bon, allez, ben, on fait un effort supplémentaire, mais de toute façon, sans rien faire, les gens viennent, donc bon, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui ne se développent pas aujourd'hui, quand on va leur imposer aussi de réduire leur potentiel déjà minimum de développement, ça risque de causer beaucoup d'animosité entre les uns et les autres, alors que notre rôle à tous, c'est de nous développer en nous unissant ou au moins en évitant de nous diviser. Voilà en quelques mots à la fois le message de David Lisnard et puis une expérience personnelle. Merci beaucoup. Alors, on le voit, hein, tout ça est... Oui. Tout ça est parfaitement associé, pas forcément dans le bon sens, mais arriver à poser la bonne question. Hein, quelle est vraiment la question ? Objectiver les faits, mesurer, comprendre, partager. Hein, ce socle commun, une culture commune qui nécessite de comprendre ces sujets-là, auxquels ne sont pas fréquentés, ne serait-ce que tous les élus. Il va falloir expliquer certes aux élus locaux, partager tout ça, mais expliquer aussi aux citoyens. Hein, on a un vrai sujet pour faire projet et arriver à se mettre d'accord quelque part sur des formes de projets communs territoriaux. On a quelques suggestions hein, qui sont pourquoi ne pas avoir des formations obligatoires pour les élus locaux sur ces questions-là. Comment est-ce qu'on fait aussi quand on monte des réunions à destination des élus sur ces thématiques-là, notamment dans les cadres des SCOT, mais ils ne viennent pas. Hein, comment est-ce qu'on fait pour intéresser, pour finalement avoir ce débat, ce sujet de conversation sur un sujet qui est compliqué, hein, qui est celui de l'usage des sols? Là aussi, il n'y a pas de méthode. Tout ce qui est injonction et obligatoire, ces deux mots-là, vous avez parlé beaucoup d'injonction de l'État. Injonction et obligatoire pour les élus locaux, c'est quand même un peu compliqué. Mais alors comment on fait pour partager cette culture commune? Eh bien, il faut une gouvernance efficace. Il faut une gouvernance efficace, il faut de l'imagination, naturellement il faut de la volonté, parce que si les élus n'ont pas envie, alors là, et si l'exécutif n'en a pas envie, c'est encore pire. Donc il faut que tous les exécutifs des intercommunalités partagent cette envie. Moi j'ai mis en place la conférence des maires en 2004, on est en 2022, et ça s'est traduit dans la loi de 2019 je crois. Donc si vous n'avez pas de conférence des maires, c'est comme mal barré, parce que si vous n'avez pas le chef qui tire la charrette, ce n'est pas les adjoints ni les conseillers municipaux. Donc à partir du principe où vos exécutifs sont volontaires, le reste est possible. S'ils ne sont pas volontaires, ce n'est même pas la peine d'essayer. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif, on ne fait pas avancer un âne qui recule, etc. etc. Hein,
Donc si vous n'avez déjà pas des exécutifs qui sont volontaires pour se dire écoutez les gars, là il faut qu'on se prenne en main, il faut qu'on propose quelque chose à nos collègues, c'est même pas la peine, et encore pire si le président est seul à prêcher dans le désert de son conseil communautaire. Donc le premier niveau, c'est celui-là. Commencez par les maires. Et les formations obligatoires, vous savez, à l'AMF organise beaucoup de formations. Le rôle de l'AMF, c'est quand même ça. La formation des élus, on a vraiment un gros pilier. Vous êtes sans doute tous adhérents, en tout cas je l'espère, de l'AMF. Et nous faisons des formations facultatives, mais pas obligatoires, sur le droit de l'urbanisme régulièrement. Et inscrivez-vous à ces formations. La FEDESCOT, je pense, est aussi un outil extrêmement fort pour pouvoir proposer des supports de communication. Mais si chacun des maires des intercommunalités n'est pas convaincu de ça, il y a aussi deux choses qui pèsent sur le sujet. C'est qu'un SCOT, et là, moi je pense que c'est un peu excessif, au bas mot, c'est 600 000 € quand même. Hein. Alors, il faut aussi convaincre les maires des petites communes de dire on va dépenser au niveau de l'intercommunautaire 600 000 balles pour faire un SCOT. Alors que quand on demande un arrêt de bus, on nous dit que ça coûte trop cher et que ce n'est pas prévu. Donc il y a aussi ça qui est un vrai problème, c'est que se projeter, faire des études, analyser, ça nécessite de la matière grise, donc ça nécessite d'y mettre les moyens. Et ça aussi, il faut convaincre les maires des petites communes de dire que ça coûte de réfléchir. Et ce n'est pas forcément simple. Alors, on va quelques questions sur rns2022@dixit.net sur lequel on va faire quelques réponses courtes parce qu'on a quand même, dans cette phase de transition avec des enjeux aussi importants, on a quand même deux objectifs qu'il faut absolument qu'on respecte, c'est l'heure du déjeuner et l'heure de l'apéro. Hein. Quand est-ce qu'on aura les données du nouveau RGE disponibles en ligne? Il faut laisser les micros ouverts en fait. Voilà. Au CLGE, du coup, normalement, les objectifs, c'est quelques départements au cours de l'année 2022 et couverture France entière fin 2024. Et pour les données fichiers fonciers, c'est là en juin, juillet à peu près. Y compris DOM? Y compris DOM. Ça vaut le coup de le rappeler. Une question peut-être pour vous tous, mais on le voit bien, on a une obsolescence des biens. Je vais synthétiser la question, mais la vacance aussi est liée au dimensionnement des biens. Les besoins sont différents. Vous l'avez dit Samuel, sur des ménages plus petits, associés notamment au vieillissement. Est-ce qu'il n'y a pas des options justement, des perspectives dans des formes de division de logements trop grands qui permettraient leur réhabilitation et quelque part des pistes de transfert de population? Avec question subsidiaire, est-ce que justement ça permet d'agir dans la décennie qui vient? Oui, parmi les pistes qui ont été écartées sur la récupération de la vacance ou de la friche, il reste quand même des options, bien sûr. Et ces options, elles sont peut-être sur une évolution des modes d'habiter. Vous parlez de division de logement, c'est une piste. On est plus dans des territoires ruraux, c'est aussi sur des divisions parcellaires conduites, guidées par l'autorité publique qui accompagnent le processus pour que ça se fasse en cohérence avec l'espace urbain. On peut être sur des processus également de développement du co-living, de l'habitat intergénérationnel. Il existe quand même quelques leviers pour optimiser les logements existants en augmentant non pas la densité des opérations, mais la densité des habitants. C'est-à-dire, en fait, travailler sur le taux d'occupation des logements, bêtement. Et sinon, je dépasse la question pour le dire, c'est toujours une densification des parcelles existantes, mais une densification pensée. Quand je parlais d'un aménagement qui aujourd'hui va bénéficier de l'option ZAN, c'est parce qu'on ne peut plus mener l'opération de manière isolée en fonction seulement du caractère habitat, mais bien en connexion avec le reste du territoire. C'est une évidence, mais une évidence qui maintenant a la force de loi presque. On rentre sur la ville complexe et sur lequel on voit bien qu'il va falloir articuler toutes ces échelles-là. Une dernière... Oui. Pour compléter, il faut bien rappeler aussi que quand on parle de besoins en logement, on risque demain de ne pas avoir les mêmes besoins en typologie de logement que ce qu'on fait aujourd'hui. Et pour le coup, c'est quelque chose qui va devoir être de plus en plus creusé au niveau de la planification et des projets locaux. C'est quel type de logement on a besoin pour loger quel type de population. Dit autrement, les logements dont on aura besoin demain, c'est plus lié à des personnes vieillissantes, à des ménages unipersonnels, etc. On n'est plus forcément sur le mode de production de lotissement, de maisons individuelles pour loger des familles. Le mot de la fin. Oui, juste sur le sujet qui a été évoqué de transmission de l'information auprès de tous les élus. Il ne faudrait surtout pas quand même qu'on en tire la conclusion qu'il y a deux catégories d'élus, qui auraient les élus qui sont dans les conférences régionales des SCOT ou des interscots,
qui savent et qui ne veulent pas transmettre, et puis les autres. Je pense que, d'abord, dans la conférence régionale des SCOT, tous les élus sont des élus locaux. Donc, quand ils rentrent chez eux, on les incite bien évidemment à répercuter les informations qu'on a dans nos conférences régionales des SCOT. Nous invitons systématiquement dans toutes les conférences régionales des SCOT les représentants des AMF départementales. Nous avons demandé à chaque AMF départemental de nous désigner en qualité d'observateur un représentant. Nous avons fait la même chose auprès de l'Association des maires ruraux. Pour répondre aussi à votre question tout à l'heure, comment répercuter l'information, au niveau du Pays du Mans, nous avons faciliter la mise en place d'ambassadeurs parmi les élus, parce qu'effectivement, ce n'est pas forcément l'élu en charge du pays qui est vraiment intéressé par le sujet. Donc on a essayé d'identifier un ambassadeur dans chaque communauté de communes, et cet ambassadeur, il a été formé par notre technicien Scott, et cet ambassadeur a en charge d'aller transmettre la parole dans chacune des communautés de communes. Et puis pour finir, comment effectivement inciter dans un territoire donné les particuliers à peut-être récupérer sur leur terrain plus d'habitations via notamment l'opération BIMBI qu'un certain nombre d'entre vous connaissez. Là aussi, on le fait à travers un ambassadeur qui va, avec un opérateur qu'on a sélectionné, faire des simulations. Il part avec son ordinateur, etc. Il fait des simulations dans chaque commune. Et dans une Comcom de 30 000 habitants, donc une Comcom de moyenne dimension, on est aujourd'hui à 12 projets qui ont fait l'objet de dépôts de permis de construire, BIMBI, donc de construction au fond du jardin. Voilà, donc on essaie de semer petit à petit sur le territoire. Semer, diffuser, essaimer, c'est un travail de longue haleine, mais un travail de terrain. Voilà. Travail de terrain. Merci beaucoup à tous les quatre pour ces premiers éléments de lancement. Je vais demander aux participants de la seconde table ronde de venir me rejoindre.